Salut les futurs opticiens! On se retrouve aujourd'hui encore pour une correction d'un sujet de TSO sur le microscope. Pour ceux qui vont passer le BTS dans un mois, on ne s'inquiète pas, on ne pense à rien si ce n'est à faire des sujets, faire des sujets, faire des sujets. Donc ce sujet 2018, il est assez intéressant. Pourquoi? Parce que ça parle déjà d'un objet qu'on connaît, qu'on arrive facilement à comprendre, facilement à s'imaginer, et c'est un sujet qui est récent, donc assez représentatif de ce que tu pourras avoir au BTS de 2022. Allez, on ne lâche rien et on se jette dans le sujet sur le microscope. Donc bien entendu, pour répondre aux questions, il faut lire les annexes. Je ne le ferai pas forcément ici pour éviter de perdre trop de temps. Allez, c'est parti. Donc partie A, on est sur la voie d'éclairage de l'objet. D'accord? Donc si tu as du mal à te représenter un peu la chose, tu regardes dans tes annexes. On te dit que la voie d'éclairage, c'est la partie basse de ton microscope. Hein, là où tu vas en fait la partie basse qui éclaire ce que tu observes. Donc pour l'instant, on est dans cette partie-là. La voie d'observation, on ne s'en occupe pas. Donc on nous décrit un petit peu toute la chose. Il y a une ampoule qui est assimilée à une source ponctuelle A. On donne la chaîne déconjuguée de l'ampoule A au travers du dispositif d'éclairage composé d'un miroir sphérique. Attention, le miroir sphérique, il y a des règles particulières à connaître et à savoir appliquer pour que tu puisses avancer dans ton sujet. Si tu ne connais pas ces règles, tu ne pourras jamais répondre aux questions. Deux centres CMS et deux foyers FMS, F'MS. D'un diaphragme à iris variable et d'un condensateur CO représenté par une lentille mince, etc., etc. La première question, on nous demande de compléter la chaîne des conjugués de A dans le cadre A1 en précisant les éventuelles positions particulières. On complète notre chaîne d'images. Alors déjà, qu'est-ce qu'on observe? On observe que A, il est sur CMS. Donc, on va le noter A sur CMS. Ensuite, là où je te disais que c'est très important de connaître toutes tes règles de tracé, c'est quand tu as un miroir sphérique, hein, donc ton miroir sphérique est ici. Si tu as un rayon qui est issu de C, il sera réfléchi vers C. En soi, ça veut tout simplement dire que si ton objet A est sur CMS, alors à travers le miroir sphérique, ton AR sera sur CMS. Donc tu rajoutes ton CMS. C'est une règle à connaître. Hein. Toi, tu le sais dans la réalité qu'un miroir, il réfléchit. Et bien là, c'est exactement la même chose. Si jamais j'ai un rayon qui passe comme ça, forcément, il y aura le retour du rayon et donc l'image AR sera sur CMS. Ensuite, comment tu fais pour trouver ici la position de A100? Tout simplement, CMS est confondu avec FCO, le foyer objet. Tu peux donc mettre FCO ici. Et donc, si tu as F, à travers le condensateur, tu as bien entendu l'infini. Dernière chose pour que cette chaîne d'images soit complète, l'objet est sur l'axe optique principal, donc forcément, les images seront sur l'axe optique, donc ce sont des points, tu ne mets pas de crochet, tu les laisses comme ça. Par contre, l'infini, tu préciseras que l'infini, c'est suivant l'axe. Question 2, reporter les conjugués de A sur le schéma. Très simple, quand l'objet est sur l'axe optique principal, tu n'as qu'à lire ta chaîne d'images, elle te dit tout. Ton A est déjà placé, donc à travers le miroir, tu dois placer ton AR qui est sur le CMS ou FCO. Donc AR est placé et ensuite, à travers le condensateur, on te dit que A100 doit être à l'infini
et suivre l'axe. Donc tu peux mettre à 100, infini, suivant l'axe. Ensuite, on te demande de tracer dans le dispositif d'éclairage en vert. La marge du faisceau lumineux issu de l'ampoule A est limitée par les bords du diaphragme D. On doit flécher les rayons, donc ça on le sait, pour indiquer le sens de la lumière. Attention, on nous demande bien de flécher les rayons et de faire attention parce qu'on a un miroir sphérique. Donc attention au sens de la lumière. Première chose, avant d'attaquer le faisceau, je localise mon diaphragme. Mon diaphragme est ici. Il est après le condensateur. Dans ma chaîne d'images, je vais imager ça et je vais faire en sorte que ce soit bien visible pour ne pas me tromper. Je fais un point après mon condensateur. Il ne me reste plus qu'à lire ma chaîne d'images pour tracer mon faisceau. Donc, après le condensateur, d'accord, après le condensateur, ma direction c'est l'infini suivant l'axe. Donc, je vais partir de mon diaphragme. Je suis bien parallèle à mon axe optique. Attention à la précision, hein, moi qui ne sera pas parfaite. Et donc, de mon condensateur à mon côté, mon espace image, je vais faire l'infini. Hop. Et là, exactement pareil. Je flèche, bien entendu, mon faisceau. Ensuite, entre mon condensateur et mon miroir. Première chose, je dois suivre ma direction AR. Donc, je pars de mon faisceau, je suis ma direction AR, donc ça va me donner un rayon comme ceci. Donc, hop, et je flèche bien entendu pour ne pas oublier. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Si je repars de mon point A, mon objet, donc j'ai mon point A ici, j'ai mon faisceau qui va partir en direction du miroir, puis revenir. Donc, en fait, ce que je vais avoir, c'est un rayon réfléchi sur lui-même que je vais modéliser en mettant donc une flèche qui part de mon objet vers le miroir. Hop, c'est réfléchi, flèche dans l'autre sens. Pareil de ce côté-là. Et j'ai mon faisceau que je peux hachurer. Parfait, donc on passe à la question suivante qui est tracer en vue de droite la trace du faisceau dans le plan de l'objet à éclairer, section BB, et il faudra la coter. Donc là, bien entendu, tu vas me dire, mais d'où je pars? C'est écrit dans la consigne, on te dit de partir de la section BB, tu lis section BB, elle est ici, notre petite section. Donc en fait, on va reporter ici le faisceau sur la vue de droite qui est à gauche, hein, c'est toujours inversé. Donc je vais tout simplement faire alors ou des lignes de rappel ou rapidement tu plantes ton compas ici, tu prends l'écartement et tu fais directement ton cercle. Donc là, bon, on voit que c'est pas forcément très précis, c'est pas bien grave, hein, bien sûr. Moi, je n'ai pas les outils forcément adaptés, mais en soi, ça te donne du coup un faisceau qui ressemble à ça. Ensuite, on te demande de coter la distance, d'accord, de coter le faisceau. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mesurer, hop, ton faisceau. J'ai à peu près 7, donc 70 mm. Attention, on a une échelle transversale, hein, parce qu'on est à la verticale. Donc, on vient appliquer cette échelle. Pour appliquer l'échelle, méthode très simple, quand tu as donc une cotation à faire, tu veux sortir la valeur de ton dessin et dire à l'observateur de ton dessin qu'est-ce que ça donne réellement, quelle est la vraie mesure dans la vie réelle. Quand tu veux sortir ta mesure et donner la mesure réelle, ton échelle, tu vas venir donc diviser ta mesure par ton échelle. Ça va donc donner ici
donc 70 mm, 70 divisé par 12 sur 10. D'accord? Et une fois que tu as fait ça, tu obtiens directement la mesure réelle du faisceau dans ce cas-là. Donc, tu vas pouvoir coter. Pour coter, on fait donc proprement, hein, on fait bien les lignes de rappel ici et ici pour hop, que notre cotation soit bien précise. Alors, tu le feras toi, moi je le fais un peu à l'œil. Hop, comme ça. On fait nos petites flèches des deux côtés et on vient marquer. Donc, moi, ça me donne 58,3. Et tu n'as pas besoin de noter millimètres, hein, on le sait qu'on parle en millimètres. Ensuite, question de méca. Quel est le nom de la pièce du microscope et le repère au niveau de laquelle la section bébé a été réalisée? Très simple, ta section bébé, elle est entre le condensateur et LO. LO, on te dit un peu plus loin, si jamais tu ne sais pas à quoi ça correspond, que c'est l'objectif assimilé à une lentille mince LO. Donc, tu viens regarder un peu dans les informations qu'on te donne, si tu as des choses qui peuvent t'aider. Là, le sujet était très bien fait parce que ici, dans les données, on te met le microscope, d'accord, avec ton œil ici, et on te met voie d'éclairage que tu as ici sur le dessin, et voie d'observation. La section bébé, tu vois bien qu'elle est entre la voie d'éclairage et la voie d'observation. Donc, tu te mets ici. Hop, et qu'est-ce que tu as? Tu as la platine. Le repère de la platine, c'est le repère 7. Tu viens donc mettre platine, repère 7. Ensuite, on te demande quelle est la fonction de la pièce 15. La pièce 15, tu ne sais pas ce que c'est. Tu vas donc voir dans la nomenclature. Le 15, c'est le valet. Hop, on te le met ici, le valet. Donc, on est d'accord que ça, c'est ce qu'on utilise pour caler en fait la petite lame en verre. Donc, en réponse, on peut tout simplement mettre maintenir l'objet observé sur la platine. Parfait. Ensuite, on te dit que l'observateur met en place de la mince, d'accord? Donc, c'est son observation. Il souhaite qu'elle soit côte à côte, mais en fait, là, il les a mal mises, d'accord? Elles se chevauchent. La question, c'est ainsi positionnée. Que constatez-vous pour l'éclairement de la lame numéro 1? Premièrement, eh bien, on a notre faisceau qui est ici. La lame numéro 1, elle est dans le faisceau, donc elle est parfaitement éclairée. Que constatez-vous pour l'éclairement de la lame mince numéro 2? C'est simplement une lecture à faire. On a notre faisceau qui est ici. Il couvre toute cette partie de la lame numéro 2. Par contre, le haut n'est pas couvert, donc n'est pas parfaitement éclairé. On obtient donc les deux réponses suivantes. Question 8. On doit indiquer là où les déplacements éventuels à effectuer sur chacune des lames pour remédier au problème. On doit préciser la nature du déplacement. Donc, nature, c'est si c'est une rotation ou une translation. L'axe et le sens. Donc là, c'est une question très simple. En soi, oui, c'est de la méca, mais c'est ce qu'on aurait fait naturellement avec nos mains. Donc là, pour la lame numéro 1, on ne va pas la déplacer, sachant qu'elle est totalement éclairée. La lame numéro 2, par contre, on souhaite qu'elle soit dans le faisceau. Donc, premier déplacement qu'on va faire, c'est une translation. On ne peut que les faire glisser, les lames. Donc, on va venir faire une translation suivant l'axe X, positif ou négatif. Positif parce que cette partie-là, elle est positive. Donc, translation en X+. Autre déplacement que je souhaiterais faire sur cette lame, c'est la décaler à droite. Donc, décalage, c'est une translation. Suivant l'axe Z, cette fois-ci, et négatif parce que le côté positif, c'est simplement entre Z et X. Donc là, on part côté négatif, translation Z-. Allez, cette fois-ci, on passe sur la voie d'observation, donc la partie haute du microscope. On nous dit
Lors de la mise au point, quelle est la nature du mouvement de la pièce, donc des pièces 20-21 par rapport à la pièce 5? On doit préciser l'axe de ce mouvement et le nom de la liaison. Donc, première chose, je veux savoir ce que c'est la pièce 20-21. La pièce 20, c'est un axe pignon. 21, bouton de mise au point macrométrique. On me fait un petit zoom du dispositif de mise au point où je retrouve mon bouton ici. Le 5, c'est la potence fixe, donc c'est en fait ton microscope en lui-même, d'accord? Donc, ce bouton, quand tu vas le tourner, tu vas faire une rotation. Suivant l'axe qui part de toi vers ce que tu as devant toi, d'accord? Donc, suivant l'axe Z, c'est cet axe-là, en profondeur. Donc, rotation suivant l'axe Z et la liaison. Quand tu as une rotation, c'est pivot. Ensuite, on te demande quelle est la transformation de mouvement et quel est le nom du mécanisme permettant le réglage de la mise au point macrométrique sur la lame mince. Surtout, ne pas oublier les numéros des pièces. Alors, quand on voit ces schémas, on comprend très facilement ce qui se passe. Donc, transformation de mouvement, c'est un mouvement, par exemple une rotation, qui va induire un autre mouvement, par exemple une translation. Là, notre bouton va venir le tourner, rotation. Transformation en une translation. On voit ici qu'on a une petite pièce dentée, numéro 8, crémaillère. Donc ici, on a une rotation en translation, c'est ma transformation de mouvement. On transforme une rotation en translation. Et le mécanisme, le nom de ce mécanisme, c'est numéro 20, on me donne axe pignon. Pignon. 8, on me donne crémaillère. C'est le système pignon-crémaillère. Et en plus de ça, on le voit très bien sur le dessin. Le pignon, c'est notre bouton, c'est la petite roue dentée qui va venir entraîner notre barre dentée quand on va faire tourner le bouton. Je remontre juste les axes, si c'est pas clair. La rotation, on la fait bien en Z et la translation, elle se fait de haut en bas, donc suivant mon axe Y. Ok, donc ensuite, on nous remet un petit peu en situation, on va reprendre les tracés. L'utilisateur observe un objet ponctuel P sur l'axe. P sur l'axe, il est ici. On donne également son conjugué PM à travers l'objectif LO et le miroir. Donc, PM qui est ici, c'est l'image de P à travers LO et M. Donc, PO, on ne l'a pas encore. L'épaisseur, donc, l'oculaire est réglé et la mise au point est faite. Information très importante. Ça veut donc dire que l'image finale doit se trouver sur la rétine R'. Et on nous donne la chaîne déconjuguée. Première question, bien évidemment, si on veut pouvoir avancer, il faut compléter la chaîne d'images. La chaîne déconjuguée de P en indiquant les positions particulières. On me dit l'oculaire est réglé, la mise au point est faite. Je n'ai pas à réfléchir, j'ai R' ici. Le conjugué objet de R', c'est toujours R, le rémotum, à travers l'œil. PM, on n'a aucun moyen de le trouver, on peut barrer la case pour montrer qu'on sait qu'il n'y a pas de position particulière. Attention, ne pas laisser la case vide. Déterminer graphiquement P0 et P' et placer P secondes. Donc, analyse du sujet. On nous donne P, c'est l'objet. On nous donne aussi PM. Ce qui est très intéressant, nous on cherche PO. On pourrait partir de P et essayer de traverser LO, mais ça sert à rien sachant qu'on a un miroir plan. Miroir plan, pour trouver l'image ou l'objet, on fait la symétrie tout simplement. Donc on va partir de PM, on va faire la symétrie, et le miroir plan c'est l'axe de symétrie. Donc on fait la symétrie et on trouve, hop, l'objet à travers le miroir qui est PO. Alors, on ne va pas s'embêter à essayer de mesurer quelle distance il y a du miroir plan à PM. Non, là, encore une fois, P, donc l'objet est sur l'axe, donc PM est sur l'axe, donc toutes les images seront sur l'axe.
Donc, tu n'as qu'à faire une perpendiculaire, hop, au niveau du miroir, et tu reportes sur l'axe optique. Ça sera toujours sur l'axe optique. Et ici, du coup, tu peux placer ton PO ou P0 ou PO. Ensuite, PM, on l'a. On veut P'. On nous donnait dans la consigne des petites informations. Il voulait donc, pour déterminer P', qu'on utilise le rayon numéro 1 donné. Donc, rayon numéro 1, il est ici. Quand tu feras ton sujet, n'hésite pas à tourner ta feuille pour mieux comprendre les espaces dans lesquels tu travailles. Là, notre rayon numéro 1, il est sur cet axe optique principal. Donc, on tourne notre feuille pour qu'il soit face à nous et on attaque le travail. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un rayon comme ça qui nous est donné, quelconque, il passe pas par les foyers, il n'est pas parallèle à l'axe, il est quelconque. Donc, je viens m'aider d'un autre rayon qui, lui, sera particulier pour pouvoir trouver la partie émergente de mon rayon quelconque. Donc, je viens m'aider d'un second rayon. Il sera parallèle à mon rayon quelconque et passera par le foyer objet qui nous est donné en plus de l'oculaire. Je trace mon rayon, je le flèche comme ça, je n'oublie pas. Entre les plans principaux, on sait qu'il y aura toujours petit point. Petit point. Mon rayon d'aide, je sais qu'un rayon qui passe par F, il ressort à l'infini. Je viens le faire sortir à l'infini. Et attention, je m'arrête aux plans principaux de l'œil parce qu'après, c'est un autre espace. On n'a pas le droit de le traverser comme ça. Par contre, en virtuel, je viens prolonger ce rayon pour pouvoir trouver au niveau du plan focal image mon phi'. C'est la méthode des phi'. Ici, hop, j'ai mon phi' hoc. Si c'est toujours pas au point cette technique des phi et phi', n'hésite pas à regarder la vidéo sur les lentilles qui reprend un petit peu toutes ces méthodes-là. Parfait, donc grâce à mon rayon particulier d'aide que j'ai créé, je peux finir mon rayon quelconque, je peux finir la partie émergente, car si on a deux rayons incidents qui sont parallèles entre eux, les émergents passent par un même point qui s'appelle phi'. Donc mon rayon, hop, je le fais s'appuyer sur phi' hoc, je le flèche et j'ai mon rayon. Par contre, on me demandait de trouver mon P' à travers l'oculaire, donc ça va être mon rayon émergent qui, au croisement avec l'axe optique, parce que toutes les images sont sur l'axe, va déterminer mon P'. Donc je me permets de prolonger ce rayon et au croisement avec l'axe optique, je trouve mon P'. Donc, on ne s'inquiète pas si la précision n'est pas la même et qu'on ne les trouve pas au même endroit. Normalement, c'est un peu plus loin. Voilà. Donc, on a notre P'. Le tout, c'est la méthode. Dans ma question, on me demandait aussi de placer, attention aux mots toujours qui sont donnés dans les questions. Tu dois déterminer graphiquement P0 et P' à l'aide de rayons. Par contre, on te dit de placer tout simplement P secondes. Donc, placer, tu n'as rien à faire si ce n'est lire une petite chaîne d'images qui te dit que P secondes est sur R'. Et R', il est où? Il est déjà donné. R', il est ici. Alors, tu n'as plus qu'à faire ton P secondes ici. Ensuite, on te demande d'en déduire la position du rémotome. Encore une fois, déduire la position, c'est simplement une lecture à faire. Donc, déduire la position du rémotome, coter la distance HR et chiffrer la réfraction axiale principale R de l'observateur. Faisons les choses dans l'ordre. R, il est sur P'. P', je l'ai placé ici. Donc, je peux mettre mon R ici, avec mon P'. Ensuite, on me demande de coter la distance HR, donc de H à R.
Là, on parle de l'œil, donc c'est pas H hoc qu'on va prendre, hein, c'est bien H de l'œil. Et je viens jusqu'à mon R, je mesure. Alors, moi, ma mesure ne sera pas la même, hein, forcément. Je mesure. Normalement, tu dois avoir 148. Donc, là, tu as 148. Attention, quand on cote, on met à l'échelle. Là, on est sur l'axe, donc on appliquera l'échelle axiale. Quand j'applique mon échelle et que je veux la mettre en réel, je divise. Je fais donc 148 divisé par 9 sur 10, ce qui me donne 164,4 si j'arrondis. Donc je fais ma cotation, ou 165. Donc je fais ma cotation. Pas besoin de mettre les millimètres, je le rappelle. Ensuite, on me demandait de chiffrer la réfraction axiale principale R. Donc ici, je vais tout simplement noter la formule que tu dois absolument connaître, qui est R est égal à 1 sur HR. Je pense que même si tu ne l'apprends pas, tu la connais à force de la voir et de la répéter. Donc 1 sur HR, 1 sur moins 160. Pourquoi, enfin 165, moins 165. Pourquoi moins? Parce que c'est la distance de H vers R. Le sens de la lumière, il est comme ça, de gauche à droite, hein, comme j'ai fléché mes rayons. Donc je vais en sens inverse de ma lumière. Je mets bien évidemment un moins. Et je n'oublie pas de mettre en mètres dans mon calcul pour avoir un résultat en dioptrie, R qui est égal à moins 6,6 ou bon, ça dépend des mesures. Et j'ai mon R. Ensuite, on nous demande de tracer en rouge le faisceau issu de P limité par DO à travers le système jusqu'à la rétine. Donc, moi, pour que ce soit assez lisible, je vais le faire en rose, d'accord? Première chose, on me dit que c'est limité par DO. Je dois placer mon diaphragme. DO, il est après LO, il est avant le miroir, donc il est entre LO et le miroir. Il est donc dans cet espace-là. Donc, je lis ma chaîne d'images entre LO et le miroir. Je pars de mon diaphragme et je m'appuie sur PO. Donc, diaphragme, PO, bord de mon diaphragme. Et dans mon espace entre LO et M, j'ai mon faisceau. Je montre sur quoi je me suis appuyée. Ensuite, bord inférieur du diaphragme, PO. Mon bout de faisceau jusqu'au miroir. Je montre que je me suis appuyée ici. Je flèche pour ne pas oublier. Ensuite, avant LO, je dois m'appuyer sur P. Et je flèche. Ensuite, entre le miroir et l'oculaire, je dois m'appuyer sur PM. Donc, je repars de mon bout du faisceau. Je m'appuie sur PM, ici, et je vais jusqu'à mon oculaire. Donc, c'est parti. Hop. Je tourne pour que ce soit plus lisible. Et ensuite, entre mon oculaire et mon œil, je dois suivre P'. Mais avant, je fais mes petits pointillés. Tac, tac. Et je m'appuie sur P', ici. Et je repars bien de mon faisceau à ce niveau-là. Je m'arrête au niveau de l'œil, bien sûr. Et enfin, je m'appuie sur P secondes. Et je flèche. Et je peux hachurer tout mon faisceau. Donc, on ne hachure pas entre les plans principaux et on hachure le reste. Je l'ai fait un peu à la va-vite, hein, c'est trop long de hachurer. Dernière question de cette partie B. Pour un observateur hémétrope, donc qui n'aurait pas de souci en fait de vue, donc qui n'accommode pas, côté le déplacement de l'oculaire. Donc, là, c'est pour un observateur qui est hémétrope. D'accord? Donc, de base, là, on avait un observateur qui avait une correction, donc qui avait réglé le microscope à sa vue. Sauf que maintenant, moi, je suis hémétrope,
je m'installe derrière et je veux régler du coup le microscope à ma vue. On veut donc aligner le foyer objet de l'oculaire avec PM, l'image à travers le miroir. Donc c'est cette distance-là qu'on vient coter, d'accord? Foc PM, et comme d'habitude, on mesure, donc j'ai à peu près 8 mm, donc j'applique mon échelle axiale, ce qui me donne 8, 8, 8, 8. Donc, partie C, on te dit plein d'informations, on te dit l'œil de l'observateur est hémétrope et n'accommode pas. Donc ça nous donne l'information suivante. Ça veut dire que l'image finale se trouvera sur la rétine R'. Et donc du coup que tu as le rémotum ici. Ensuite, on te dit que l'oculaire est réglé, la mise au point sur l'objet observé est faite. L2, L3, ça correspond à ton oculaire. Donc, l'oculaire va donner une image à l'infini et ça va te permettre, hop, de trouver du coup Foc. Parce que l'infini donne Foc. Ensuite, on t'explique que l'étude des champs sera réalisée dans l'espace objet de l'oculaire. L'observateur regarde un objet étendu. Étendu, il a donc une hauteur et ce n'est pas un point. Voilà pourquoi j'ai mis des petits crochets à chaque fois sur ma chaîne d'images et que j'ai mis infini hors axe. Donc, la question 1, elle est faite. La chaîne des conjugués est complétée. La question 2, on doit placer le plan des champs qu'on doit identifier et déterminer, etc., etc. Première chose qu'on va faire, c'est déterminer le plan des champs. Donc, on nous dit que l'étude des champs est réalisée dans l'espace objet de l'oculaire. L'espace objet de l'oculaire, c'est cet espace-là. L'espace image, c'est cet espace-là. Espace objet, qu'est-ce que je lis sur ma chaîne d'images? Foc. Le plan des champs est toujours dans l'espace d'étude, donc mon plan des champs se trouve sur Foc. On me demande de le mettre en place, donc je le mets en place. Ensuite, on attaque un peu l'étude des champs. On doit déterminer au-dessus de l'axe la pupille, dans un premier temps, et la désigner PU. Comment détermine-t-on la pupille? Donc, je vais le faire d'une autre couleur pour que ce soit bien lisible. La pupille, c'est hyper fastoche. On se met au centre du plan des champs et on vient incliner la règle, touc, 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 jusqu'à ce qu'elle tape un diaphragme. Là, le diaphragme que je viens taper, c'est le diaphragme d'O. Donc, je peux ici mettre mon alpha mini, déjà d'une part. Je peux nommer ma pupille PU ici. Si tu te poses la question, pourquoi je n'ai pas conjugué de diaphragme ici dans ce cas-là? On étudie, donc l'espace d'étude des champs, c'est côté objet de l'oculaire. J'ai mon diaphragme d'O qui est côté objet, effectivement. Et j'ai mon diaphragme D2 qui est pile poil sur la lentille L2. Quand un diaphragme est sur une lentille, il appartient aux deux espaces. Ensuite, on me demande de déterminer les bords supérieurs des champs de pleine lumière PLM et total TM. Donc déjà pour le total, c'est très simple, c'est celui qui doit être déjà le plus haut sur ton plan des champs et c'est celui qui doit traverser tout le système en s'appuyant sur les deux diaphragmes. Donc là, celui qui traverse tout mon système et s'appuie bien sur les diaphragmes, c'est celui-ci. Donc là, hop, ça me permet d'obtenir mon TM. Ensuite, pour mon pleine lumière, donc PLM, j'ai plusieurs possibilités. Alors, je teste. Première possibilité, un rayon qui s'appuie sur ces deux diaphragmes. Ça me donnerait un point ici. Je vérifie à l'aide d'un rayon de vérification qui passe par le bord inférieur, cette fois-ci, de mon diaphragme. Donc là,
effectivement, quand je passe par le bord inférieur, mon rayon, il passe bien à l'intérieur de D2, il n'est pas stoppé, donc c'est mon PLM. Je le note, PLM. Si, admettons, tu avais fait bord inférieur, bord supérieur, bah non, impossible, parce que quand tu viens faire ton rayon de vérification, hop, on est d'accord que tu butes dans le diaphragme D2, donc ce n'est pas ton PLM, c'est bien ton TM. Donc, hop, je mets bien en évidence mes rayons une fois que je suis sûre que c'est mon PLM. Hop, les traits de construction, je mets bien en évidence tout ça. Tac, tac, tac. Et j'ai donc mon PLM qui est en dessous de mon TM. On est bon, c'est cohérent. Ensuite, on me demande de tracer en vert le faisceau de pleine ouverture issu de PLM dans l'espace objet uniquement. Donc, faisceau de pleine ouverture, moi je ne vais pas le faire en vert, mais de la même couleur que mon PLM. Mon faisceau de pleine ouverture côté objet uniquement. Donc, tout ce qu'il y a avant L2, c'est tout ce que j'ai là. Hein. Ensuite, on me demande de placer le point image QM tel que PQM est égal à 625 micromètres avec PM sur l'axe optique, conclure sur l'éclairement du conjugué. Alors, déjà, on te donne cette mesure-là. Il faut la convertir. Donc ça, c'est une connaissance à avoir, c'est la connaissance générale. Donc, premièrement, tu convertis cette mesure et tu vas faire 10-3 pour obtenir la valeur en millimètres. Donc, ça te fait du 0,625. 0,625 mm, d'accord? Donc, 0,625 mm, tu as ta mesure. Par contre, ce point image QM, il faut le mettre à l'échelle. Là, on choisit l'échelle transversale. Pourquoi? Parce que l'image, elle est bien perpendiculaire à l'axe optique, elle est bien verticale, donc échelle transversale. Mon calcul est donc le suivant, 0,625 fois cette fois-ci, parce que là, on t'a donné la valeur réelle que tu veux faire rentrer dans le dessin. Pour faire rentrer une valeur dans le dessin, il faut faire fois l'échelle qu'on te donne. Donc, 0,625 fois 40 sur 1, ça te donne du 25 mm. Tu regardes ta chaîne d'image, PQM il est sur FOC. On te dit dans la consigne que PM est sur l'axe optique. Donc là, tu as ton PM ici. Tu mets ton QM à 2,5 cm, 25 mm ici. Et donc du coup, là, QM, il est là. Ensuite, on nous demandait de conclure sur l'éclairement du conjugué. Eh bien, PQ, donc PM, QM, il est là. Il est bien compris dans le pleine lumière, hein, qui comprend ça. Donc, on peut dire qu'il est entièrement éclairé, car il se trouve dans le pleine lumière. Allez, ensuite, on donne le point MM limite inférieure du champ moyen. Dans le plan de la lentille L2, construire en vue de gauche, la section CC du faisceau lumineux issu du point MM est limitée par les diaphragmes d'O, D2. Et ensuite, on estimera le pourcentage d'éclairement du point MM. Donc là, je vais bien mettre des couleurs pour que ce soit assez clair. Donc, déjà, tu es d'accord avec moi, on n'a pas déterminé, mais on sait que la lentille L2, qui est ici, c'est ta lucarne. Pourquoi? Parce que quand tu te places, donc pour déterminer la lucarne, tu te places au centre de ta pupille. Donc, comme pour la pupille, tu inclines ta règle jusqu'à buter sur un diaphragme. Tu butes ici, donc ça veut dire que L2, c'est la lucarne. Donc, on a notre pupille, on a notre lucarne. La section de faisceau, c'est tout simplement, donc sur la section CC, c'est ici, c'est tout simplement reporter en fait notre pupille et la lucarne.
Donc là, on est sur la lentille L2, donc c'est bon, ça va être très simple. Tu peux dire que, et donc c'est simple parce que la section est sur la lucarne. Ici, on va l'appeler C2, comme le centre 2. C comme centre. Donc, on reporte sur la section de gauche. C2, hop. Donc ça correspond à la lucarne. Ensuite, ici, on a R2. R2 comme rayon numéro 2. Je mets un coup de fluo. Je viens reporter avec une ligne de rappel par exemple, ou directement au compas. Je viens reporter mon R2, ici, R2, et ça me donne mon rayon de la lucarne sur la section. Ça me permet de faire un cercle. Ensuite, maintenant tu l'as bien compris, on veut reporter la pupille sur la section pour pouvoir ici modéliser notre pupille. On commence par le centre, c'est le plus simple. Le centre, il est ici, donc je l'appelle CD'O, comme centre de d'O. Et je viens, en reliant avec MM, je viens trouver mon WCD'O. Je mets un peu de couleur pour que ce soit plus compréhensible. Hop. Et je peux donc le reporter ici. J'aurai WCD'O. Ensuite, comme tout à l'heure, je veux reporter mon bord de pupille. Donc là, je prends bord de pupille, mon point moyen, tac. Et donc ici, j'ai mon WRD''O. Et donc tu l'auras compris, on fait comme tout à l'heure une petite ligne de rappel qui me donne là mon WRD''O. Donc je fais approximativement là mon cercle, hein, tu le feras mieux, bien entendu, je te fais confiance. Et donc tu viens hachurer ici. Alors ensuite la question, donc le reste de la question, c'était estimer le pourcentage d'éclairement du point MM en cochant la bonne réponse dans le tableau C4. On est d'accord que ici l'éclairement, donc ça remplit approximativement la moitié du cercle. La moitié, ça serait ça. Là, il nous manque 1%, 1% de ce côté. Donc, on est environ à 48% d'éclairement. Et la dernière question pour cette partie, déterminer les conjugués de MM, puis tracer en rouge le faisceau lumineux dit de demi-ouverture, issu de MM, traversant l'oculaire et l'œil. Alors moi, je mets toujours de mes chaînes d'images pour jamais être perdue. On me demande de déterminer les images de MM, donc je vais tout simplement au-dessus de ma chaîne d'images, au crayon si tu le souhaites, me mettre mes différentes images. Donc on a MM, on a MN, ensuite on aura M' et enfin M seconde. Donc une fois que tu as ça, c'est beaucoup plus simple pour faire tes tracés parce que tu as déjà ta base. Donc, premièrement, on a notre MM ici, d'accord? On doit traverser, donc il est virtuel, hein, sachant qu'il est dans le mauvais espace. Il est dans l'espace image de L2, nous on le voulait dans l'objet. Peu importe, c'est les mêmes règles qu'on applique. Je dois traverser L2 pour trouver mon MN. Eh bien, je pars de MM, je passe par le centre de la lentille, c'est le rayon le plus simple. Je viens faire mon rayon. Alors je sais qu'on voit pas grand chose, malheureusement il y a plein de couleurs, c'est compliqué en vidéo, mais tant que tu arrives à suivre sur quoi on s'appuie, c'est le principal. Et ensuite tu sais que ton MN se trouve au croisement
avec ton rayon et ton plan de F3. Donc ton plan de F3, il est ici. Donc là, au croisement entre ce plan et ton rayon, à ce niveau-là précisément, tu vas avoir ce point image MN. Ensuite, très simple, tu dois traverser ta lentille 3 pour trouver M'. Tu pars de MN, tu passes par le centre de la lentille, hein, toujours pareil. Hop, tu fais ton rayon n'étant pas dévié, tu flèches et on te dit qu'il sera à l'infini. Donc, tu viens mettre ton M' infini en direction du rayon. Enfin, tu dois traverser ton œil pour trouver M secondes. Donc là, comment faire? On va s'aider de ce rayon qui, pour nous, est quelconque. On doit traverser les plans principaux. Attention, je ne m'amuse pas à faire « Ah bah tiens, je vais faire une parallèle à lui et puis passer par le centre ». Non, parce que là, les plans principaux sont peut-être confondus, mais ce n'est pas une lentille. Donc, effectivement, je vais faire une parallèle à ce rayon-là, mais passant par le foyer objet de l'œil pour me créer un rayon, en fait, particulier exploitable. Donc, je flèche et ensuite un rayon qui passe par F ressort à l'infini. Je le fais donc ressortir à l'infini, je m'arrête au niveau de la rétine, je flèche mon rayon bien entendu et ma chaîne d'image me dit que mon rayon émergent, quand il va croiser le plan de la rétine, ça me donnera mon M seconde. Donc mon M seconde est en fait ici. On me demandait de tracer le faisceau lumineux dit de demi-ouverture issu de MM traversant l'oculaire et l'œil. Donc pour mon faisceau, alors je vais le faire en vert pour tenter que ce soit plus lisible. Donc mon faisceau, je m'appuie sur MM, comme me dit ma chaîne d'image juste ici. Donc tac, tac. Ensuite, alors là par contre, on voit pas bien, mais en fait il faut pas, hein, il faut juste faire des petits tirés. Ensuite là pareil, donc je m'appuie sur MM, je m'arrête là, tac. Ça, tu peux te le hachurer. Tu peux montrer que tu t'appuies sur MM, ici. Ensuite, donc entre L2 et L3, tu t'appuies sur MN. Je m'arrête à L3. On s'appuie sur MN et on flèche. Tac. Et ensuite, on me dit que je dois suivre entre L3 et l'œil la direction infinie de M'. Donc, hop, je vais faire une parallèle jusqu'à mon œil. Hop, je me stoppe à l'œil. Tac. On flèche. Tu hachureras proprement, hein, bien sûr. Et enfin, on se finit en M secondes. Et tu as ton faisceau de demi-ouverture. Et c'est parti pour la dernière partie. Partie très intéressante parce qu'en fait, si tu n'as pas compris ce qu'on te demande et si tu n'as pas compris qu'on te parlait de dioptre, eh ben c'est pas mal parce que du coup, tu as 0 point sur cette partie et tu es bien plombé. Donc moi, mon but, c'est de bien t'expliquer tout ça pour que si jamais ça retombe le jour J, eh bien tu aies déjà un petit peu en tête la démarche. Allez, donc on se met en situation, on te dit, on donne les coupes de 4 lames minces, donc tac, 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 4 lames minces, dans lequel tu as un minéral d'indice inconnu. Donc ton minéral c'est ça, hein, à chaque fois, et l'indice on ne le connaît pas. Ça a été plongé dans 4 liquides d'indice N liquides différents donnés. Ça, tu as bien les indices à chaque fois. Oh, ils sont gentils. Ensuite, des rayons issus du faisceau provenant du dispositif d'éclairage sont donnés. C'est toutes ces petites flèches là que tu vois.
Des cernes, zones non lumineuses, apparaissent sur certaines lames. Effectivement, sur ces deux lames, on a des cernes. Donc, première question, c'est du coloriage, hein, je te laisserai faire. La deuxième question, dans quelles conditions d'indice le minéralogiste peut-il observer des cernes? Complétez la case. Oh, qu'est-ce qu'on me demande? Je ne comprends rien. La question, c'est dans quelles conditions? Donc, le mec qui observe ces cailloux, là, il peut observer des cernes. Dans quelles conditions d'indice? Quand est-ce qu'il y a des cernes? Est-ce que c'est quand l'indice inconnu du minéral est supérieur, inférieur ou égal à l'indice du liquide? Tu analyses la chose et en fait, en regardant un petit peu ces trucs-là, tu comprends que les faces du minéral, c'est des dioptres. Dioptres, ça doit te rappeler des petites choses, hein. Tu dois avoir des chapitres de ce genre-là dans tes cours. Dioptre blanc, c'est ça. Donc en fait, tu as une surface réfringente qui sépare deux milieux. Ton milieu justement de ta roche, ton milieu du liquide par exemple. Et effectivement, tu as des rayons qui arrivent hein, sur ta face réfringente. Et effectivement, tu as ces rayons-là. Donc, si on observe nos petits dessins, avec cette connaissance supplémentaire. Hein. Donc, on sait maintenant qu'on parle de dioptre. Moi, j'ai fait ça. Tu as ton dioptre, tu as la normale qui est perpendiculaire à ton dioptre et ensuite, tu as les angles. Imaginons donc, tu te bases sur cette face-là de ton minéral. Donc, c'est ton dioptre. Hop, comme ceci. Tu as le rayon ici qui arrive sur ton dioptre avec un angle I. Ce I, il vaut 50 degrés ici. Et ensuite, tu as ton rayon là qui est dévié, d'accord? Et l'angle I', attention, c'est pas l'angle entre ton rayon et ton dioptre, mais bien à chaque fois l'angle entre ton rayon et ta normale. L'angle I', il mesure 68 degrés. Tu es d'accord avec moi que le I mesurant 50 est inférieur au I', mesurant 68. Donc, dans les dioptres, tu dois aussi avoir une règle qui te dit quelque chose, c'est quand I1 est supérieur à I2, alors c'est l'inverse pour les indices. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre, pour retenir cette règle, I1 supérieur à I2, tu mets tes N et tu fais ton signe à l'inverse de celui pour tes I, pour tes angles. Ensuite, bah là, c'est l'inverse. Quand I1 est inférieur à I2, alors N1, l'indice 1, est supérieur à l'indice numéro 2. Là, on est dans quel cas? On est dans le cas où, justement, I est inférieur à I'. Donc, si I est inférieur à I', alors N est supérieur à N'. Donc après, là, ils les ont appelés différemment, mais le résultat est donc le même. Ça veut dire que l'indice de la roche est supérieur à l'indice du liquide. Et effectivement, quand tu regardes les deux dessins où tu n'as pas de cerne, justement, c'est que c'est le cas inverse. Donc du coup, cette règle-là, elle est bien valable que pour les deux dessins qui sont ici, les dessins où on a des cernes. On a des cernes quand l'indice du minéral est supérieur à l'indice du liquide. Ok, ensuite on dit sur l'axe des indices de réfraction, indiquer un encadrement possible de l'indice N du minéral observé, puis identifier sans réaliser de calcul le ou les minéraux envisageables à l'aide du tableau de classification des grenats, bon, à l'aide du tableau des cailloux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hop, je prends du rouge. Là, tout simplement, tu analyses ces dessins. Ici, donc entre ces deux lames, tu n'as pas de changement. Entre ces deux lames, tu as un changement. Là, on a des cernes, là, on n'en a pas. Ces deux lames-là, on n'a pas de changement, les deux n'ont pas de cernes. Donc, on va venir comparer ces deux-là. Parce que ces deux-là, il y a quelque chose qui se passe.
Il y en a une où on observe des cernes, donc une où l'indice du minéral est supérieur à l'indice du liquide. Et tu en as une où c'est l'inverse. L'indice du minéral est inférieur à l'indice du liquide. Donc, si tu as un changement entre ces deux lames, ça veut dire que l'indice de ton minéral, il est compris entre 1,75 et 1,86. Donc, c'est la réponse à la question. Tu viens colorier ici cette partie entre 1,75 et 1,86. C'est ici que se trouvera l'indice de ton minéral inconnu. Ensuite, pour les noms des roches, ça c'est simplement de la lecture de documents. Tu regardes ton tableau des roches et tu vois que, compris dans cet indice-là, tu as justement le grenat spessartite et tu as le grenat allemandin. Allez, question suivante. Donc, quand on commence à comprendre, en fait, c'est hyper cool. Je sais pas toi, mais je trouve ça vraiment trop cool. On te demande ton avis même et on te dit que conseillez-vous au minéralogiste pour affiner son identification? Mon coco, il faut utiliser un indice entre 1,80 et 1,83. Un indice entre cet indice de cette roche et cet indice de cette roche. Enfin, dernière question. Dans quelles conditions d'indice le minéralogiste aura-t-il trouvé l'indice de réfraction N du minéral observé? Complétez la case et tu dois dire ce qu'il va observer. Quand il aura trouvé, l'indice du minéral sera égal à l'indice du liquide. Et donc du coup, il n'y aura plus de cernes et le minéral sera tout simplement éclairé. Et cette vidéo est enfin terminée. J'espère que ça t'a permis de te débloquer sur certaines choses que tu comprenais que vaguement. N'hésite pas à liker, commenter, faire ce que tu veux comme d'habitude. Tu t'abonnes, tu fais ce que tu veux tant que ça peut t'aider à avoir ton BTS. Sache en tout cas que tu n'es pas tout seul à travailler. Je fais des vidéos pour toi et je passe du temps à faire ces sujets également. Donc tu n'es pas seul et toute la communauté s'entraide. Bosse bien, accroche-toi, sache que le TSO c'est la vie franchement. Et des bisous, futur opticien.